Bonjour les Warboys, bonjour les Wargirls, bonjour Big Katika. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Bon, ce sujet, c'est sur la revalorisation du noir. Hier dimanche, j'ai assisté au marathon de Saint-Denis. Et donc, j'ai noté un point. Les trois premiers à l'arrivée étaient des noirs. C'est juste pour illustrer le fait que si on met le noir dans des conditions adéquates, il est capable de déplacer les montagnes. Je vais vous faire le résumé d'un livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup intéressé. C'est un béninois qui l'a écrit, un historien béninois. J'insiste sur le mot historien parce que c'est pour appuyer et illustrer le fait que c'est quelqu'un qui a fait des recherches pour écrire. Donc, ce n'est pas des choses qui sont sorties de son imagination. Donc, l'historien, donc l'historien s'appelle Dieudonné Niamanko. C'est un écrivain béninois. Donc, il relate l'histoire d'Abraham Petrovich Hannibal. Abraham Petrovich Hannibal est né dans la famille princière du Lorgon-Birni, actuel Nord Cameroun. L'histoire m'a surtout intéressée justement parce que c'était un prince camerounais. Voilà. Donc, actuel Nord Cameroun. En 1600, je sais que j'ai des problèmes avec les dates, mais je vais essayer de vous relater les choses par ordre chronologique. Donc, en 1696, le royaume était très souvent attaqué par le sultan du Baguini. C'était une principauté voisine. Donc, en 1703, il est enlevé, il est pris en otage. Sa sœur aînée essaie de se jeter dans le fleuve pour le rattraper, pour qu'on ne parte pas avec son petit frère. Mais cette dernière périt noyée. Et c'est comme ça que le petit prince se retrouve esclave en Turquie, parce que c'était à l'époque de l'esclavage arabo-musulman. Donc, il est conduit en Turquie chez les Ottomans, car étant fils d'un prince, on préfère le mettre au service du roi. Donc, il est serviteur du sultan Ahmed III. Un an plus tard, il est transféré et vendu clandestinement en Russie. Il se retrouve donc à Moscou en 1704. Il avait 8 ans. Il est remarqué par le tsar Pierre Ier, qui l'affranchit, l'adopte et le fait baptiser à la religion grecque orthodoxe, sous le nom d'Abraham Petrovitch. Il est dès lors parti de serviteur du roi à secrétaire du roi, de secrétaire du roi à confident du roi, puis il est devenu le proche collaborateur de l'empereur russe. Il apprend les langues, il apprend le français, le néerlandais, le russe. Mais par-dessus tout, le petit adore les mathématiques. Le tsar s'en aperçoit, il le confie au meilleur professeur. Donc, à 15 ans, le tsar lui offre un livre d'arithmétique. À 21 ans, le tsar l'amène en France où il poursuit ses études. Il fait des maths, des sciences d'ingénierie, de la physique. Il retourne à Moscou 6 ans plus tard, avec un brevet d'ingénieur et le grade de capitaine de l'armée française, parce qu'en France, il a aussi été dans l'armée. Donc, en 1725, il écrit le traité de géométrie. C'est le premier livre en maths russe. Il enseigne les maths dans les écoles techniques de Russie. En 1726, il remet à l'impératrice son second livre sur des fortifications. Je pense que c'est la physique. Il traduit en Russie tous les ouvrages techniques étrangers. Il dirige tous les grands travaux dans l'Empire russe. Exemple, le canal de la Doga, qui est le plus grand pont d'Europe. Il construit les ports, il dirige la construction des ports, des forteresses. En fait, tout le système de défense de l'Empire russe est sous sa direction. Il introduit aussi de nouvelles techniques d'enseignement dans les écoles d'ingénieurs. En 1727, le tsar et sa mère le tsar meurt et sa mère adoptive le nomme chef des ingénieurs. Sa mère adoptive le nomme chef des ingénieurs du corps de l'armée impériale russe. À 30 ans, il change de nom et décide de s'appeler Abraham Petrovitch Hannibal, en reconnaissance au célèbre général de Carthage.
Sa sœur adoptive Élisabeth, en reconnaissance à son œuvre et aux nombreux services rendus à la Russie, lui offre des terres avec des centaines de serfs, des paysans. Il devient alors un seigneur. Il est la quatrième personnalité de Russie. Abraham Petrovitch commence par interdire les châtiments corporels qui étaient infligés aux paysans. Il construit des écoles pour les enfants des ouvriers et aussi pour les ouvriers qui veulent retourner à l'école. Il construit des hôpitaux pour les ouvriers. Donc, on peut dire que son œuvre est immense. En plus, on peut dire que c'est un humaniste. C'est pour vous illustrer que depuis l'esclavage arabo-musulman, les Noirs ont bâti ce monde. Chez les Arabes, les Noirs ont bâti. Chez les Américains, les Noirs ont bâti. Chez les Européens, les Noirs ont bâti. Et même encore aujourd'hui, nous continuons de bâtir. Regardez Paris le matin à 6 h du matin, quand vous entrez dans les transports en commun. 80% sont des Noirs. 80% sont des Africains. C'est eux qui font les boulots les plus pénibles. C'est eux qui surveillent tout. Boulot de construction. Construction des immeubles, construction des routes, construction des infrastructures, prolongement des lignes de métro, de RER, nettoyage des rues, éboueurs, travaux de fabrique, femmes de ménage, auxiliaires de vie, aides-soignantes. La plupart des tâches ingrates et mal rémunérées que les Occidentaux ne veulent pas faire. Tout ce qui demande de la force physique, mais aussi de la force psychologique, hein, j'ai envie de dire. Donc, parmi ceux qui font ces métiers, beaucoup sont même diplômés, soit de leur pays, soit du pays d'accueil. Les plus chanceux, nos médecins, nos ingénieurs, nos chimistes, nos architectes, nos chercheurs, travaillent et sont sous-payés. Pour la plupart, ils ne sont jamais payés à leur juste valeur. Ils fournissent beaucoup plus que les autres. Imaginez-vous qu'un jour, on décide de retourner chez nous. On décide de mettre en pratique les enseignements qu'on a reçus aujourd'hui, un peu comme Abraham l'a fait en Russie. Je pense qu'il ne pouvait pas retourner en Afrique, ce n'était pas possible. Peut-être qu'il ne savait même pas comment s'y rendre. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de faire changer les choses, de faire bouger les choses en Afrique et qu'on décide de rentrer. Je sais que ce n'est pas facile. Il faut il faut mettre tout un tas de choses en place. Donc, mais imaginons qu'on décide de repartir et qu'on décide de reconstruire. On a la force physique pour ça. Depuis les plantations en Amérique, les routes en France, chez les Arabes. Et même, regardez, aujourd'hui, les équipes, la plupart des sportifs de haut niveau dans tous les pays du monde sont africains. Je dis bien la plupart sont des Africains, sont des Noirs. Donc, c'est pour vous dire qu'on a une force physique, on a une force morale, on a une force intellectuelle et nous sommes capables de reconstruire l'Afrique, de construire l'Afrique. Pas de reconstruire, ça n'a pas été détruite. En fait, elle n'est pas construite. Donc, et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas nous laisser la construire. Donc, prenons cette entreprise et construisons une nouvelle Afrique. Un Cameroun meilleur, un Burkina meilleur, une Guinée, un Congo, un Bénin, une Centrafrique, un Mali. Et j'en passe. Est-ce que le rêve est permis, les Warboys et les Wargirls? Est-ce qu'on peut un jour se décider et dire que voilà, on se projette, je sais pas, on organise des groupes de personnes. Bon, tel projet, c'est pour telle route, je sais pas. Donc, voilà aujourd'hui, si vous pouvez participer, n'hésitez pas. J'attends vos participations, j'attends vos réactions. Allez, bisous les Wargirls, bisous les Warboys.